Il y a des maisons qui sentent le silence, non pas le silence tranquille d'un après-midi de dimanche, ni le silence confortable de celui qui se repose après une longue journée. Non, il y a des maisons qui sentent le silence qui s'impose, celui qu'on exige, celui qu'on respire avec précaution pour ne rien briser. La maison où elle a grandi sentait cela, des murs blancs, des sols qui brillaient toujours, des rideaux qui ne bougeaient jamais trop, tout à sa place, tout mesuré, tout contrôlé. Même l'air semblait avoir des règles. Elle ne savait pas que ce n'était pas normal. Quand on a 4 ans, on ne sait pas à quoi une enfance est censée ressembler. On n'a rien avec quoi comparer. Ne comprends-tu pas qu'il y a des foyers où les enfants crient sans peur, où ils se salissent sans punition, où ils demandent 1000 fois la même chose et où personne ne leur dit de se taire? Elle ne connaissait que ce qu'elle connaissait. Et ce qu'elle connaissait, c'était ceci. Se lever tôt, s'habiller avec les vêtements qui étaient déjà prêts sur la chaise, ne rien toucher qui ne soit pas à elle, ne pas faire de bruit en marchant, ne pas demander, surtout ne pas demander. La femme qu'elle appelait grand-mère n'était pas affectueuse. Elle n'était pas cruelle non plus. Elle était quelque chose de pire. Elle était précise, exacte, froide, avec méthode. Elle n'écriait pas, elle ne frappait pas, il n'y avait ni coups ni mots blessants qui laissaient des marques visibles, mais il y avait quelque chose dans son regard qui pesait plus que n'importe quelle main levée. Quelque chose qui disait, sans parler, ne dépasse pas la ligne. Et la petite fille apprit à ne pas la dépasser. Elle apprit que son espace était limité, que sa voix était un dérangement, que son existence devait être petite, ordonnée, invisible. Quand elle avait faim, elle ne demandait pas de nourriture, elle attendait qu'on lui serve. Quand quelque chose lui faisait mal, elle ne pleurait pas, elle se mordait la lèvre jusqu'à ce que cela passe. Quand elle voulait jouer, elle ne le faisait pas. Elle s'asseyait sur la chaise de la cuisine et regardait par la fenêtre en comptant les oiseaux qui passaient, inventant des histoires en silence. Il y avait une poupée, une seule, en chiffon, avec une robe décolorée et un œil à moitié détaché. La grand-mère la lui avait donnée un jour sans raison apparente et lui avait dit « Prends-en soin, c'est la seule chose que tu as ». Et elle en prit soin. Elle en prit soin comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle la gardait sous son oreiller. Chaque nuit, elle la serrait contre elle quand elle avait froid. Elle lui parlait d'une voix si basse qu'elle ne s'entendait même pas elle-même, parce que c'était vrai, c'était la seule chose qu'elle avait. Il n'y avait pas d'autres jouets, il n'y avait pas de livre de contes, il n'y avait pas de couleurs, ni de crayons, ni de papier pour dessiner. Seulement cette poupée et le poids constant de savoir qu'elle devait être reconnaissante de la voir. Tu dois être reconnaissante d'être ici. Cette phrase, elle l'entendit tant de fois qu'elle se grava dans sa tête, comme une chanson qu'on ne peut s'empêcher de fredonner. La grand-mère la répétait le matin en lui servant le petit déjeuner. Elle la répétait le soir en éteignant la lumière. Elle la répétait sans contexte, sans raison, comme si c'était une vérité fondamentale que l'enfant devait mémoriser. Et elle le faisait. Elle remerciait, bien qu'elle ne comprit pas pourquoi. Elle remerciait pour l'assiette de soupe claire qu'elle mangeait en silence. Elle remerciait pour le lit étroit qui ne grinçait pas quand elle bougeait. Elle remerciait pour le toit, pour les murs blancs, pour le sol qui brillait. Elle remerciait d'exister dans un endroit où on ne l'aimait pas, mais où on ne la chassait pas non plus. Il y avait des jours où la grand-mère sortait, mettait son manteau sombre, prenait son sac en cuir usé et disait « Ne touche à rien, je reviens bientôt ». Et elle partait. Et la petite fille restait seule, assise sur la même chaise, regardant la même fenêtre, comptant les mêmes heures. Au début, quand elle était très petite, elle pleurait, mais elle apprit vite que pleurer ne faisait revenir personne. Alors elle arrêta de le faire. Elle restait immobile, avec les mains sur les genoux, attendant le bruit de la clé dans la serrure. Parfois la grand-mère revenait avec du pain, parfois avec rien. Jamais avec une explication, jamais avec une caresse, jamais avec rien qui ressemblait à de l'amour. Il y avait une voisine qui passait parfois devant la porte, une femme âgée, au visage aimable, qui essayait toujours de lui parler quand elle la voyait dans la cour. « Comment vas-tu, petite? Est-ce que tu vas bien ?» Et la petite fille hochait la tête parce que c'était ce qu'elle devait faire, parce que la grand-mère lui avait dit 1000 fois qu'elle ne devait pas parler aux inconnus, qu'elle ne devait rien raconter, que ce qui se passait à l'intérieur de cette maison n'importait à personne d'autre. Mais la voisine insistait. Un jour, elle lui offrit un bonbon. Un autre jour, elle lui demanda si elle allait à l'école. Et la petite fille regardait seulement le sol, en serrant la poupée contre sa poitrine, souhaitant que la femme s'en aille avant que la grand-mère ne sorte et ne la voie parler. Parce qu'il y avait des règles, et que briser les règles avait des conséquences. Pas des conséquences visibles, pas de cris ni de châtiments physiques. Mais il y avait quelque chose de pire. Il y avait des regards plus froids, des silences plus longs, des journées entières sans que la grand-mère ne lui adresse un seul mot, comme si la petite fille n'existait pas. Et cela faisait plus mal que n'importe quoi d'autre. Alors elle apprit à ne pas déranger, elle apprit à ne pas demander, elle apprit à ne pas être. Il y avait des nuits où elle se réveillait et ne savait pas pourquoi. La maison était en silence, mais c'était un silence qui pesait. Elle restait allongée, regardant le plafond, ressentant quelque chose qui n'avait pas de nom, quelque chose qui ressemblait à de la peur, mais aussi à de la tristesse, mais aussi à rien, seulement du vide. Un vide qui l'entourait et dont elle ne savait plus s'il faisait partie de la maison ou d'elle-même. Et alors elle serrait la poupée, fermait les yeux et attendait que l'aube se lève, parce que l'aube était la seule chose sûre. L'aube apportait la lumière, apportait la routine, apportait la certitude qu'un autre jour avait commencé, et que si elle ne faisait pas de bruit, si elle ne demandait rien, si elle n'occupait pas trop de place, ce jour passerait comme tous les autres, sans sursaut, sans changement, sans rien qui ne brise le silence.
jusqu'à ce qu'un jour tout change. Ce fut un matin comme les autres. La grand-mère prépara le petit déjeuner en silence. Elle lui servit un verre de lait tiède et un morceau de pain. La petite fille mangea lentement, comme toujours, sans lever le regard. Mais quand elle eut fini, la grand-mère ne débarrassa pas les assiettes. Elle resta debout à la regarder et dit ensuite quelque chose que la petite fille n'attendait pas. Aujourd'hui, nous allons sortir. La petite fille leva la tête. Sortir. Ce mot n'existait presque pas dans son vocabulaire. Elle ne sortait pas. Elle n'allait nulle part. La maison était le monde entier. Où ? Demanda-t-elle d'une petite voix, presque un murmure. La grand-mère ne répondit pas. Elle lui dit seulement « Va t'habiller et apporte ta poupée ». Et la petite fille obéit, parce qu'elle obéissait toujours. Elle mit la robe que la grand-mère lui avait laissée, se coiffa comme on le lui avait appris, et prit sa poupée en la serrant contre sa poitrine, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne posa pas de questions, parce qu'elle ne devait pas en poser. Elles sortirent ensemble, marchant dans la rue en silence. La petite fille regardait tout avec de grands yeux curieux. Elle avait oublié comment on sentait les soleils sur le visage, comment sonnaient les voix d'autres personnes, comment sentait l'air en dehors de ces murs blancs. Elles marchèrent pendant ce qui parut être des heures, bien que ce ne fût probablement que quelques minutes, jusqu'à ce qu'elles arrivent à une maison différente, avec des fleurs à l'entrée et une porte en bois sombre. La grand-mère sonna et elles attendirent. Et quand la porte s'ouvrit, la petite fille vit deux visages inconnus, un homme, une femme, tous deux avec des expressions aimables, mais aussi avec une certaine gêne. La grand-mère leur parla à voix basse, des mots que la petite fille ne comprit pas, des mots qui semblaient sérieux, importants. Et puis la grand-mère se baissa, se mettant à la hauteur de la petite fille, et lui dit « Tu vas rester ici un moment, sois sage ». Et la petite fille hochait la tête, parce que c'était ce qu'elle faisait, hocher la tête, obéir, attendre. Elle entra dans la maison, s'assit sur une chaise qu'on lui indiqua, serra sa poupée contre sa poitrine et regarda vers la porte en attendant que la grand-mère revienne. Mais les minutes passèrent, puis les heures, et la porte ne s'ouvrit pas, et la grand-mère ne revint pas. Et quelque chose en elle, quelque chose de petit et profond, commença à se briser sans bruit, parce qu'il y a des abandons qui n'ont pas besoin d'explication pour faire mal. Il y a des moments dans la vie que le corps se rappelle mieux que l'esprit. Des moments que tu n'as pas besoin de comprendre pour ressentir, que tu n'as pas besoin de mots pour graver au plus profond de toi. Des moments qui restent là, comme une cicatrice invisible, palpitant, chaque fois que quelque chose les frôle. Pour elle, ce moment fut une chaise en bois, près d'une fenêtre, dans une maison qu'elle ne connaissait pas. Elle s'assit là parce qu'on lui dit de le faire, parce qu'elle faisait toujours ce qu'on lui disait. Parce qu'à 4 ans, on ne sait pas comment désobéir, on ne sait pas comment dire « ne me laisse pas ici », on ne sait pas comment supplier, on sait seulement attendre. Et elle attendit, avec la poupée serrée contre sa poitrine, avec les pieds ballants de la chaise sans toucher le sol, avec les yeux fixés sur la porte par où la grand-mère était sortie, après avoir parlé à ces personnes. La femme de la maison lui avait offert de l'eau, elle fit non de la tête. L'homme lui avait demandé si elle avait faim, elle fit à nouveau non de la tête. Non pas parce qu'elle n'avait pas soif, non pas parce qu'elle n'avait pas faim, mais parce qu'accepter quelque chose d'étranger semblait dangereux. Cela semblait briser une règle, et briser les règles avait des conséquences. Alors elle resta immobile, si immobile qu'on aurait presque dit qu'elle ne respirait pas. Le temps passa lentement, si lentement que chaque minute semblait une heure, chaque heure un jour entier. Elle entendait des voix dans une autre pièce, des voix basses, sérieuses, qui parlaient de choses qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Parfois elle entendait son nom, parfois elle entendait des mots comme papier, accord et le mieux. Mais rien de tout cela n'avait de sens pour elle. Elle savait seulement que la grand-mère avait dit qu'elle reviendrait, et elle croyait en ces mots, parce que quand on a 4 ans, on croit aux paroles des adultes. On croit que si quelqu'un dit « je reviens bientôt », c'est vrai. On croit que si quelqu'un vous laisse dans un endroit, c'est parce qu'il y a une raison, une bonne raison. Une raison que même si on ne la comprend pas maintenant, on la comprendra plus tard. Alors elle attendit, en regardant la porte, comptant les fois où quelqu'un passait dans le couloir, comptant les sons, le tic-tac d'une horloge, le murmure des voix, le bruit d'une chaise qu'on traînait dans la cuisine. Tout sauf le son qu'elle voulait entendre, le son de la clé, le son de la porte qui s'ouvre, le son de la grand-mère disant « Allons-y, il est temps de partir ». Mais ce son devint paix. À un moment donné, la lumière commença à changer. Le soleil qui entrait par la fenêtre bougea. Il devint plus doux, plus doré, et puis commença lentement à disparaître. Et avec lui, quelque chose dans la poitrine de la petite fille commençait à se serrer. Un nœud, petit au début, mais qui grandissait, qui devenait de plus en plus grand à chaque minute qui passait. La femme s'approcha de nouveau, cette fois avec une expression différente, plus douce, plus triste. Elle s'agenouilla devant la petite fille, se mettant à sa hauteur, et lui parla d'une voix calme. « As-tu faim maintenant, petite ?» La petite fille la regarda, et pour la première fois, sentit qu'elle devait dire quelque chose, qu'elle devait demander quelque chose. Mais les mots ne sortirent pas. Elle put seulement faire non de la tête une fois de plus. La femme soupira, non par agacement, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la peine. « C'est bon, je vais préparer quelque chose de toute façon, au cas où tu changerais d'avis. » Et elle s'en alla. Et la petite fille se retrouvait seule avec sa poupée, avec le nœud dans la poitrine, avec la peur qui n'avait pas de nom. La nuit tomba, les lumières de la maison s'allumèrent, la température baissa, et la petite fille était toujours sur la même chaise, regardant la même porte, attendant la même chose. L'homme s'approcha cette fois. Il avait le visage fatigué, mais aimable. Il s'assit sur une chaise en face d'elle et resta en silence un moment, comme s'il ne savait pas quoi dire. Finalement, il parla. « Ta grand-mère a dû partir. » La petite fille le regarda sans comprendre. « Partir ? Oui, elle a dû régler quelque chose d'important. Quand revient-elle » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il regarda ailleurs, puis il la regarda de nouveau, et il y avait quelque chose dans ses yeux que la petite fille ne sut pas interpréter alors, mais dont elle se souviendrait des années plus tard comme de la pitié. « Je ne sais pas », dit-il finalement. Et ces 4 mots changèrent tout, parce que jusqu'à ce moment-là, la petite fille avait cru que c'était temporaire,
que c'était une courte visite, que bientôt tout redeviendrait comme avant. Mais je ne sais pas, cela ne ressemblait pas à bientôt, cela ressemblait à quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus définitif. La petite fille baissa le regard, serra la poupée avec plus de force et ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec autant de clarté par avant, l'abandon. Elle ne savait pas comment s'appelait cette sensation, elle n'avait pas les mots pour la décrire, mais son corps le savait, son estomac le savait, sa gorge le savait. C'était comme tomber sans s'arrêter, sans savoir quand on toucherait le sol. La femme revint avec une assiette de nourriture, une soupe chaude, du pain moelleux. Elle posa cela sur la table devant la petite fille et lui sourit avec tendresse. « Mange un petit peu, s'il te plaît, tu dois avoir faim. » Et cette fois, la petite fille obéit, non pas parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle mangea lentement, mécaniquement, sans rien savourer. Et quand elle eut fini, la femme lui demanda « Veux-tu dormir? Tu peux te reposer dans la chambre d'à côté. Elle est prête pour toi. » Dormir. La petite fille ne voulait pas dormir, parce que dormir signifiait accepter que la grand-mère ne reviendrait pas cette nuit-là, et elle n'était pas prête à accepter cela. Mais elle ne savait pas non plus comment le dire. Alors elle hocha la tête et suivit la femme dans le couloir. La chambre était petite, mais chaleureuse. Il y avait un lit avec des draps propres, une lampe sur la table de chevet, des rideaux qui bougeaient doucement avec le vent qui entrait par la fenêtre entrouverte. C'était une jolie chambre, bien plus jolie que celle qu'elle avait dans la maison de la grand-mère, mais on ne s'y sentait pas bien. On s'y sentait étranger, comme si elle n'avait pas le droit d'être là. La femme l'aida à enlever ses chaussures, lui installa les draps, et avant de sortir, se pencha et lui donna un baiser sur le front. Un baiser. La petite fille ne se rappelait pas la dernière fois que quelqu'un lui avait donné un baiser, et cela l'effrayait plus que n'importe quoi d'autre, parce que les baisers étaient pour les enfants aimés, pour les enfants qui avaient des familles, pour les enfants qui appartenaient à un endroit, et elle n'appartenait pas à cet endroit. La femme éteignit la lumière et ferma la porte en la laissant entrouverte. Et la petite fille resta seule dans l'obscurité, avec sa poupée serrée, avec le cœur battant beaucoup trop vite, avec les yeux ouverts, fixés sur le plafond qu'elle ne connaissait pas. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Elle pleura sans faire de bruit, parce que même dans les pleurs, elle avait peur de déranger. Elle pleura jusqu'à ce que les larmes cessent de couler. Elle pleura jusqu'à ce que la fatigue soit plus forte que la peur. Et quand elle s'endormit enfin, elle rêva de la maison blanche, des murs froids, du silence qu'elle connaissait, et de la grand-mère qui ne revint jamais la chercher. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le soleil sur le visage. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Elle regarda autour d'elle, confuse. Les murs n'étaient pas blancs, le lit n'était pas le même, la fenêtre était ailleurs, et alors, elle se souvint de tout. Et le nœud dans la poitrine revint, plus serré qu'avant. Elle se leva lentement, sortit de la chambre à petits pas incertains, et trouva la femme dans la cuisine préparant le petit déjeuner. La femme la vit et sourit. « Bonjour, petite, as-tu bien dormi ?» La petite fille ne répondit pas. Elle resta debout sur le seuil de la porte, serrant sa poupée, regardant cette femme qu'elle ne connaissait pas. Et à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur d'elle commença à comprendre. Non pas avec des mots, non pas avec des pensées claires, mais avec une certitude profonde, douloureuse, qui s'installa dans sa poitrine comme une pierre lourde. La grand-mère n'allait pas revenir, pas aujourd'hui, pas demain, peut-être jamais. Et elle était seule, complètement seule, dans un endroit inconnu, avec des gens inconnus, sans savoir pourquoi, sans savoir comment cela s'était passé, sans savoir ce qu'elle avait fait de mal pour mériter cela. La femme s'approcha et lui tendit la main. « Viens, nous allons prendre le petit déjeuner ensemble. » Et la petite fille, parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre, prit cette main, une main chaude, une main douce, une main qui ne ressemblait en rien à la main froide et précise de la grand-mère. Et tandis qu'elle marchait vers la table, la petite fille regarda par la fenêtre, regarda la rue, regarda le chemin par où elle était venue la veille. Et quelque part, très profondément dans son cœur, elle espérait encore voir la grand-mère revenir en marchant. Mais la rue était vide, et la porte ne s'ouvrit jamais. Et ainsi, sans mots, sans explication, sans adieu, son enfance se brisa en deux, avant et après, et rien ne fut plus jamais pareil. Il n'y a qu'une culpabilité qui n'a pas de nom. Une culpabilité qui ne vient pas d'avoir fait quelque chose de mal, mais d'avoir reçu quelque chose de bon. Une culpabilité qui s'installe dans la poitrine quand tu dors dans un lit confortable et que tu te souviens qu'avant tu dormais dans un qui grinçait. Quand tu manges à ta faim et que tu te souviens qu'avant tu comptais chaque bouchée. Quand quelqu'un te sourit sans raison et que tu te souviens qu'avant les sourires n'existaient pas. Cette culpabilité n'a pas de logique, mais elle fait mal tout autant. Et elle la ressentait tous les jours. Les premiers mois dans cette maison furent étranges, pas mauvais. C'était cela le plus déroutant. Ils n'étaient pas mauvais, ils étaient aimables, trop aimables. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel cri. La femme lui préparait le petit déjeuner chaque matin. Des œufs brouillés, du pain grillé, du jus d'orange fraîchement pressé. Et lui demandait toujours « En veux-tu plus ?» Et la petite fille disait toujours non, même si elle avait faim, même si l'assiette était vide. Parce que demander plus signifiait occuper de l'espace. Et occuper de l'espace était dangereux. L'homme avait aménagé une chambre pour elle. Une vraie chambre, avec un grand lit, des draps aux couleurs douces, une lampe en forme d'étoile qui illuminait les murs quand la nuit tombait. Il lui avait acheté de nouveaux vêtements, des robes qui n'étaient ni grises ni beiges, des robes avec des fleurs, avec des papillons, avec des couleurs dont elle ne savait même pas qu'elles existaient. Et elle les portait. Mais elle se sentait mal de le faire. Elle se sentait mal parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il la traitait ainsi, ce qu'elle avait fait pour mériter cela. Et si elle n'avait rien fait, alors cela signifiait qu'à n'importe quel moment, il se rendrait compte de l'erreur.
erreur. Il se rendrait compte qu'elle n'était pas assez bien, et il la rendrait. Alors elle essayait d'être invisible, elle essayait de ne pas déranger, elle essayait d'être si petite, si silencieuse, si parfaite qu'il n'y eût aucune raison pour qu'il se lasse d'elle. Elle demandait pardon pour tout, pour avoir renversé de l'eau, pour avoir trébuché sur une chaise, pour avoir respiré trop fort. Pardon, disait-elle. Pardon, répétait-elle. Pardon. Et la femme la regardait toujours avec cette expression que la petite fille ne savait pas interpréter. Un mélange de tendresse et de tristesse, comme si elle voulait l'embrasser mais n'osait pas. Tu n'as pas à demander pardon, chérie, tu n'as rien fait de mal. Mais la petite fille ne la croyait pas, car si elle n'avait rien fait de mal, pourquoi la grand-mère l'avait-elle laissée? Cette question vivait dans sa tête, non pas avec des mots clairs, mais comme une ombre constante, comme un poids qu'elle ne pouvait pas enlever. Il y avait des nuits où elle ne pouvait pas dormir. Elle restait allongée à regarder le plafond, sentant que le lit était trop mou, trop confortable, comme si elle n'avait pas le droit d'être là. Et alors elle descendait du lit, s'allongeait par terre avec la poupée serrée contre elle. Et là, sur le sol dur et froid, elle pouvait enfin fermer les yeux, parce que cela ressemblait plus à ce qu'elle connaissait. Cela semblait plus juste. Un jour, la femme entra dans la chambre et la trouva dormant sur le sol. Elle ne dit rien. Elle s'agenouilla seulement près d'elle, la souleva avec soin et la recoucha dans le lit. Et quand la petite fille ouvrit les yeux, à moitié endormie, la femme lui caressait les cheveux et murmura « Tu es en sécurité ici. Tu n'as pas besoin de dormir sur le sol. » Mais la petite fille ne comprenait pas ce que signifiait être en sécurité. Parce que pour elle, la sécurité n'était pas le confort. La sécurité était de savoir à quoi s'attendre. Et dans cette maison, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle ne savait pas quand l'amabilité prendrait fin. Elle ne savait pas quand viendrait la punition. Elle ne savait pas quand tout cela se révélerait être une erreur. Alors elle vivait en alerte constante, les épaules tendues, l'estomac noué, le cœur toujours un peu accéléré. Elle commença à cacher de la nourriture. Pas beaucoup, juste un morceau de pain, un biscuit, une pomme. Elle les gardait sous l'oreiller, dans le tiroir de la table de chevet, enveloppées dans des serviettes, cachées là où personne ne pouvait les voir. Non pas parce qu'elle avait faim, mais parce qu'elle avait besoin de savoir qu'il y avait quelque chose à elle, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. La femme le découvrit un après-midi alors qu'elle changeait les draps. Elle trouva le pain, les biscuits, les morceaux de fruits déjà un peu flétris. Elle ne se fâcha pas. Elle s'assit seulement sur le lit avec ses restes de nourriture dans les mains et pleura en silence. La petite fille la vit depuis la porte et ressentit de la panique. « Pardon !» dit-elle en courant vers elle. « Pardon, je ne le ferai plus. Pardon !» Mais la femme la serra dans ses bras. Elle la serra fort, comme si elle voulait la protéger de quelque chose qui s'était déjà produit. « Ne t'excuse pas, dit-elle d'une voix brisée. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout cela n'est ta faute. » Mais la petite fille ne comprenait pas cela. Pour elle, tout était sa faute. L'abandon, la confusion, la peur, tout. Des mois passèrent, et lentement les choses commencèrent à changer. Non pas parce que la petite fille cessait d'avoir peur, mais parce que la peur commençait à se mélanger à autre chose, à la routine, à l'habitude, à de petits moments qui, bien qu'ils ne se sentissent pas complètement sûrs, semblaient au moins prévisibles. Chaque matin, le petit déjeuner était prêt. Chaque après-midi, il y avait un goûter. Chaque soir, la femme lisait un conte avant de dormir. Et bien que la petite fille ne demandât jamais qu'on lui lise, bien qu'elle ne dise jamais « je veux en entendre plus », elle écoutait toujours, les yeux fermés, la poupée serrée, le cœur battant un peu plus lentement. Et dans ces moments, pendant un instant, elle pouvait presque croire que c'était réel, que c'était à elle, que cela n'allait pas s'arrêter. Mais ensuite venait la nuit, et avec la nuit venaient les rêves, des rêves qui n'étaient pas doux, des rêves où elle retournait à la Maison Blanche, où elle marchait dans les couloirs froids, où la grand-mère était assise dans la cuisine, à la regarder avec ses yeux qui n'exprimaient rien. Et dans le rêve, la petite fille demandait « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Mais la grand-mère ne répondait jamais, elle la regardait seulement et disparaissait ensuite. Et la petite fille se réveillait, le cœur battant, en sueur, cherchant sa poupée avec des mains tremblantes. Et alors, elle se souvenait d'où elle était, dans la maison chaleureuse, dans le lit douillet, avec la lumière de l'étoile éclairant les murs. Et elle ressentait du soulagement, mais aussi de la culpabilité, parce que regretter quelque chose qui vous a fait du mal n'a aucun sens. Mais elle le faisait. Le silence qu'elle connaissait lui manquait, les règles qu'elle comprenait lui manquaient, savoir exactement à quoi s'attendre lui manquait, même si ce qu'elle attendait était froid et vide. Parce que le connu, même s'il fait mal, est toujours plus facile que l'inconnu. Un jour, la femme lui demanda « Comment aimerais-tu que nous t'appelions » La petite fille ne comprit pas la question. « Je m'appelle comme toujours. »« Oui, je sais, mais comment aimerais-tu que nous te disions « Chérie, petite, mon ange » La petite fille resta en silence parce qu'elle ne savait pas comment répondre, parce que jamais personne ne lui avait demandé une chose pareille, parce que les noms affectueux n'existaient pas dans son vocabulaire. « Je ne sais pas, » dit-elle finalement d'une voix si basse qu'on l'entendit à peine. La femme sourit avec tristesse. « C'est bon, tu n'as pas à décider maintenant. » Mais la question resta flottant dans l'air, et la petite fille commençait à se rendre compte de quelque chose, que dans cette maison, on la traitait différemment, pas comme un objet, pas comme une obligation, mais comme quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui méritait de la tendresse. Et cela la rendait profondément confuse, parce que si elle méritait de la tendresse ici, pourquoi ne la méritait-elle pas avant? Qu'est-ce qui avait changé? Était-ce elle qui était différente, ou était-ce l'endroit? Et si c'était l'endroit, qu'est-ce que cela disait de la grand-mère? Ces questions n'avaient pas de réponse, du moins pas encore. Alors la petite fille continua de vivre dans cette maison, mangeant à cette table, dormant dans ce lit, apprenant lentement que peut-être, seulement peut-être, tout le monde n'était pas comme la grand-mère. Mais elle ne cessa jamais de dormir avec sa poupée. Elle ne cessa jamais de demander pardon pour des choses qui n'étaient pas sa faute. Elle ne cessa jamais de cacher de la nourriture, bien qu'elle n'eût plus peur qu'on la lui enlève. Parce qu'il y a des blessures qui ne se guérissent pas par l'amabilité. Il y a des peurs qui ne s'en vont pas avec des mots doux. Il y a
a des cicatrices qui restent invisibles, palpitant chaque fois que quelque chose les frôle. Et elle portait ces cicatrices dans chaque geste, dans chaque excuse inutile, dans chaque pas silencieux, dans chaque nuit où, malgré la chaleur qui l'entourait, elle se sentait complètement seule. Parce que tu peux changer de maison, tu peux changer de lit, tu peux changer de vie, mais tu ne peux pas changer ce que tu as déjà appris à croire sur toi-même. Et elle avait appris dès son plus jeune âge qu'elle ne méritait pas d'occuper de l'espace, qu'elle ne méritait pas d'être vue, qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Et bien qu'elle vécût désormais dans un endroit où l'on essayait de lui prouver le contraire, cette croyance restait là, profonde, silencieuse, inébranlable. Et il lui faudrait des années pour comprendre pourquoi il y a des objets qui changent tout. Des objets qui semblent inoffensifs au début. Un papier, une enveloppe, une signature, mais qui portent en eux quelque chose de plus lourd que leur poids physique. Quelque chose qu'une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus t'empêcher de le voir. Pour elle, cet objet fut une lettre. Elle arriva quand elle avait 12 ans. 7 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où on l'avait laissée assise sur une chaise à attendre quelqu'un qui n'est jamais revenu. 7 ans pendant lesquels elle apprit à vivre dans cette maison. Pas de façon pleine, pas de façon complète, mais suffisamment pour que la routine semble familière. Elle ne cachait plus de nourriture, elle ne dormait plus sur le sol, elle ne demandait plus pardon pour tout, bien qu'elle le fît encore plus que la normale. Elle avait appris à les appeler par leur nom. Pas maman, pas papa, jamais cela. Mais leur nom. Elena, Ricardo, avec affection, avec respect, mais sans le poids d'un mot qu'elle ne savait pas si elle avait le droit d'utiliser. Elles allaient ensemble au marché le samedi, ils dînaient ensemble chaque soir. Et parfois, quand la maison était silencieuse et qu'Elena lui caressait les cheveux avant qu'elle ne s'endorme, la petite fille pouvait presque sentir qu'elle appartenait à cet endroit. Presque. Mais il y avait toujours quelque chose. Une ombre, un doute, un espace vide qu'elle ne savait comment combler. Et puis vint la lettre. Ce fut un mardi après-midi. Elle était dans sa chambre en train de lire un livre qu'Elena lui avait offert. Un livre de contes, avec des illustrations colorées et des fins heureuses, qui la faisaient toujours se sentir étrange. Parce que les fins heureuses semblaient n'exister que dans les pages. Elle entendit des voix en bas, des voix sérieuses. Elena et Ricardo parlant dans la salle à manger, avec ce ton qu'utilisent les adultes quand ils ne veulent pas que les enfants écoutent, mais qu'ils ne peuvent pas non plus s'empêcher de faire entendre. Elle ne put distinguer les mots, mais elle put distinguer le ton. Inquiétude, malaise, quelque chose qui n'allait pas. Elle se leva lentement, posa le livre sur le lit et descendit les escaliers à pas silencieux, comme elle le faisait toujours, comme si elle avait encore peur de faire du bruit. Elle s'arrêta dans le couloir avant d'arriver à la salle à manger, et de là, elle écouta. Cela ne peut pas être légal, disait Elena d'une voix tendue. Cela ne peut pas l'être. Ça l'est, répondit Ricardo. Tout est là. Date, signature, des mois. Mais c'était une enfant. Elle ne pouvait pas consentir à cela. Elle n'avait pas à consentir. L'autre personne l'a fait. Il y eut un long silence. Et puis Elena parla de nouveau, mais cette fois d'une voix brisée. Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille? La petite fille sentit son estomac se nouer. Elle ne savait pas de quoi il parlait, mais elle savait qu'il parlait d'elle, et cela suffisait pour que la peur revienne. Cette vieille peur, cette peur qui n'était jamais partie tout à fait, la peur que tout cela s'arrête, qu'il découvre qu'il y avait une erreur, qu'il la rende. Elle fit un pas en arrière, et sans le vouloir, elle marcha sur une planche du sol qui grinça. Le silence dans la salle à manger devint plus profond. Et puis, elle entendit la voix de Ricardo. « Chérie, tu es là ?» La petite fille ne répondit pas. Elle resta seulement immobile, avec le cœur battant si fort qu'elle sentait qu'il allait sortir de sa poitrine. Elena apparut dans le couloir. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Combien as-tu entendu ?» demanda-t-elle avec douceur. « Rien », mentit la petite fille. Elena soupira et s'agenouilla ensuite à sa hauteur, comme elle le faisait chaque fois qu'elle voulait parler de quelque chose d'important. « Viens, nous avons besoin de te parler. » Et ces mots furent comme un coup, parce que nous avons besoin de parler, ce n'était jamais quelque chose de bon. Ils l'emmenèrent à la salle à manger. Sur la table se trouvait une enveloppe de papier craft usé avec des sceaux officiels, avec des lettres imprimées qui semblaient importantes. La petite fille s'assit sur la chaise qu'on lui indiqua et regarda cette enveloppe comme si c'était quelque chose de vivant, quelque chose de dangereux. Ricardo la prit avec soin, l'ouvrit et en sortit plusieurs papiers. Des papiers avec des en-têtes formelles, avec de longs paragraphes, avec des mots compliqués. « C'est arrivé aujourd'hui, dit-il d'une voix calme mais sérieuse. C'est un document qui te concerne. » La petite fille ne dit rien. Elle attendait seulement avec les mains serrées sur ses genoux, retenant sa respiration. « Quand tu es venu vivre avec nous, continua Ricardo, nous ne connaissions pas toute l'histoire. On nous a dit que ta grand-mère ne pouvait pas s'occuper de toi, qu'il valait mieux que tu sois avec nous. Et c'était vrai. Mais il fit une pause comme si les mots lui pesaient. Mais on ne nous a pas tout dit. » Elena prit la main de la petite fille avec tendresse, avec soin. « Ce document, dit Elena, parle d'un accord. Un accord qui a été conclu avant que tu ne viennes chez nous. »« Quel genre d'accord ?» demanda la petite fille d'une voix si basse qu'on l'entendait peu. Elena et Ricardo se regardèrent, comme si aucun des deux ne voulait être celui qui dirait la vérité. Finalement, ce fut Ricardo qui parla. « Un accord économique. » La petite fille ne comprit pas. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, Ricardo chercha ces mots, qu'il y a eu de l'argent impliqué dans ton transfert, dans ta remise. » La petite fille cligna des yeux. « De l'argent ? Oui, qui a payé ?»« Nous, dit Elena d'une voix tremblante. Mais nous ne le savions pas de cette façon. Nous pensions que c'était une formalité, une compensation pour les frais juridiques. Nous ne savions pas que... » Elle ne finit pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. La petite fille commençait à comprendre lentement, comme lorsqu'on assemble un puzzle et que soudain les pièces commencent à s'emboîter, même si on ne veut pas qu'elle le fasse. « Ma grand-mère a reçu de l'argent. » Silence. « Ma grand-mère m'a vendu. » Elena ferma les yeux. Les larmes coulèrent sur ses joues. Et Ricardo, d'une voix plus douce que la petite fille ne lui avait jamais entendue, dit « Nous ne pouvons pas le confirmer avec certitude. Mais oui, c'est ce qu'il semble. »